Bonjour à tous. Merci d'être venus, d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir à notre workshop Passer de la procrastination à l'action. On va voir ce soir comment se mettre en action pour vendre plus et vendre mieux avec des astuces et des outils. Voilà, vous êtes un petit mot de présentation. Là, j'ai mis une petite note. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Un petit mot de présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis Nancy Barthez, consultante en performance d'entreprise et en marketing expérientiel. Je suis issue du milieu industriel où je suis intervenue sur des missions de performance, de qualité, de satisfaction client. Et récemment, en plus de ces compétences, j'ai ajouté de la partie marketing et UX design pour l'expérience client et le développement des solutions d'acquisition client. J'ai avec moi Laetitia Béal et Sandra Martin. Je vais vous laisser vous présenter. Merci Nancy. Donc, je suis Laetitia Béal. Je suis la fondatrice depuis 20 ans de My Campus Réussite, donc qui se veut à l'origine un centre de réussite et de coaching pour les jeunes, puisque je suis coach diplômée d'État. Et on y a ajouté, il y a plusieurs années maintenant, l'accompagnement à la réussite pour les professionnels. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment du lien entre les deux. Et nous sommes désormais le premier centre de réussite jeunes et pros. Et on œuvre dans ce sens pour faire réussir les jeunes et les pros et surtout les faire réussir ensemble. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous booste. Et ce soir, on va parler justement de la procrastination parce que ça parle à tout le monde. Ça parle aux professionnels, mais ça parle aussi aux jeunes parce qu'ils y sont aussi vraiment confrontés au quotidien. Merci et puis une belle soirée à tout le monde. Moi, je suis Sandra Martin. J'accompagne des personnes en coaching mental et sportif et également tout ce qui est douleur de l'appareil locomoteur. J'aime bien m'y confronter aussi. Je travaille en collaboration avec Laetitia dans le cadre du coaching. Et je suis ici ce soir pour parler de mon expérience de procrastinatrice et aussi voilà, comprendre comment en sortir parce qu'il y a de super solutions. Alors, très bien. Merci à toutes les deux d'être là et merci de vous être présentées. Donc aujourd'hui, c'est une journée très spéciale puisque c'est le jour de l'Ascension. Donc c'est une journée importante pour les chrétiens, les catholiques qu'on salue. Cette journée, elle nous rappelle des choses importantes. Elle nous rappelle l'idée de devoir s'ouvrir au monde, de devoir être dans l'action, d'être en capacité également d'ouvrir son imaginaire et son mental aux choses qui peuvent arriver, aux opportunités. C'est l'occasion aussi de rappeler l'importance de sortir de sa zone de confort. Donc, c'est une journée qui est intéressante pour nous sur notre sujet aujourd'hui. L'idée est donc de sortir de nos croyances étriquées et de nos habitudes pour aller nous confronter au monde extérieur et être dans l'action. Voilà, l'importance d'être actif, d'être confiant, d'aller vers l'inconnu et d'être fort et discipliné face aux épreuves qui peuvent subvenir quand on se met en action. Alors, c'est donc vraiment une merveilleuse journée pour nous pour introduire ce sujet. Et je souhaitais vous dire d'avancer, d'y aller, d'être de toute façon, on est toujours gagnant quand on est actif. Voilà, ne laissez pas surtout la procrastination empêcher de réussir vos projets et votre vie et gardez seulement la procrastination pour les moments que vous souhaitez où vous souhaitez donc vous reposer. Voilà, essayez de procrastiner seulement dans ces moments que vous avez gardés dans votre journée ou dans votre semaine pour vous reposer. Alors, la procrastination, ça touche des milliers de Français puisqu'on serait 72% à procrastiner environ 2 heures par jour. Donc 2 heures pendant lesquelles on n'est pas actif et on n'est pas du tout efficace pour agir vers ses rêves et ses projets. Alors c'est une habitude, un fonctionnement neurologique qui nous est hérité du paléolithique. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, par contre, on est
on procrastine de plus en plus. On procrastinerait, la procrastination serait en augmentation de 300% depuis 40 ans, selon certaines études, donc c'est pas négligeable. Et bien sûr, le téléphone est l'une des sources majeures de notre procrastination moderne. Alors, la procrastination, c'est un petit peu de la recherche de confort. Notre cerveau calcule les efforts à fournir pour obtenir un résultat. Donc, c'est vraiment ce qui se passe au niveau du cerveau. On est dans la réflexion inconsciente de quel est le niveau d'effort que je vais devoir développer pour obtenir un certain résultat. Alors, bien sûr, si on a une vision énorme des efforts qui est peut-être pas forcément réaliste, mais si on a une vision énorme des efforts qu'on va devoir développer, et si en plus on a peut-être une toute petite vision des résultats qu'on va obtenir, on n'est pas totalement conscient et totalement, on n'a peut-être pas suffisamment projeté les résultats qu'on allait obtenir grâce à cette action, ben forcément le cerveau, lui, se met en mode non, en fait, ça va pas le faire, on va rester à la maison, on va rester sur le téléphone, on va scroller et tout ira bien. Donc, bien sûr, si l'effort paraît difficile et le résultat faible ou peu utile, le cerveau va nous stopper dans notre action. Alors, le cerveau, il utilise le cortisol, qui est une molécule qui va nous empêcher en fait de rentrer en action, qui va nous donner envie d'être plutôt dans l'inaction, la passivité, et qui nous incite au choix le plus confortable. Alors, bien sûr, on parlait de scroller sur son téléphone, par exemple, mais ça peut être également de décider d'aller faire autre chose plutôt que l'action qui va nous mener au résultat qu'on souhaite obtenir. Alors, je prends pour exemple, je dois appeler un client qui est peut-être mécontent, ou je dois appeler, je dois réaliser un dossier administratif. Ben, finalement, plutôt que de faire ça, je vais discuter avec un fournisseur, je vais travailler sur un autre dossier. En fait, je vais aller faire des choses que j'aime. Donc, essayer d'éviter, avoir ces processus d'évitement et ne pas aller dans l'action principale qui nous permet d'atteindre nos objectifs, c'est aussi une manière de procrastiner. Alors, tout à l'heure, je vous expliquais que le cerveau crée une molécule qui s'appelle le cortisol qui va vous donner encore plus envie de ne rien faire. Mais le fait de procrastiner et de ne pas être dans l'action que vous avez prévu de réaliser va créer du stress. Pourtant, l'action, elle, vous permettrait de libérer une décharge d'hormones et d'endorphines. Donc une sensation de bien-être. Ce qui du coup est assez paradoxal, puisque j'accepte de ne rien faire en pensant que finalement je vais être dans le confort. Et finalement, je crée du stress, alors que si je faisais quelque chose, j'aurais un sentiment de bien-être grâce à ces endorphines. Donc pourquoi ? Et il en libère quand même entre-temps de la dopamine, puisque quand tu ne fais pas ce que tu devrais faire, du coup, il t'envoie une petite décharge de dopamine pour te dire, ben, c'est bien, tu vois, tu as fait autre chose à la place, tu as l'impression d'être soulagé. Donc, il envoie quand même aussi... Oui, mais moins que si on était en train d'agir, par exemple en train de faire une séance de sport, et où le cerveau envoie beaucoup d'endorphines pendant la séance de sport ou pendant l'action, qui va donc donner une vraie sensation de bien-être. Donc pourquoi est-ce qu'on décide de rester dans l'inaction ? Pourquoi est-ce qu'on peut faire ce choix d'écouter notre cerveau qui nous dit non, finalement, l'effort n'en vaut pas la chandelle, reste à la maison, reste sur ton canapé ou fais autre chose. Alors parce que nous ne sommes pas seulement des êtres inconscients, nous ne subissons pas seulement nos molécules ou nos hormones, nous avons aussi la liberté de choix, la liberté de décider. Et donc, à un moment donné, il y a une action consciente qui agit et qui va faire que oui, on va rester sur notre canapé, ou non, on va se lever et on va avancer, ou alors qu'on va faire le choix de l'action qu'on va mettre en place dans la journée. Donc, celui d'écouter soit ce confort immédiat qui est procuré par l'inaction, soit d'écouter la satisfaction qui sera libérée par l'action. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on choisit le sentiment de plaisir immédiat, ou est-ce qu'on va choisir
le sentiment d'accomplissement et de satisfaction qui va arriver un peu plus tard, après notre action. Alors ça doit sans doute vous rappeler l'expérience du marshmallow. Je ne sais pas si vous connaissez le self-control qui a été réalisé par Walter Mischel, qui est psychologue à l'université de Stanford en 1972. Donc l'idée était de proposer aux enfants d'attendre de manger leur marshmallow un peu plus tard ou de le manger tout de suite. Et certains enfants avaient tendance à le manger tout de suite, à ne pas attendre plus tard. Alors, ce qu'il a voulu démontrer, c'est que certains enfants vont avoir une force de maîtrise d'eux-mêmes et une volonté, alors que d'autres vont préférer le plaisir immédiat. C'est une situation qui lui a permis de démontrer que ceux qui choisissaient le plaisir immédiat avaient moins de réussite et de satisfaction dans le futur. Qu'est-ce qui se passe si je choisis le confort, si je choisis l'inaction ou la procrastination? Alors, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt que d'aller rencontrer des prospects ou des clients, je vais faire mes papiers, je vais appeler un fournisseur, je vais traiter un dossier ou je vais peut-être faire des choses que j'aime. Quelles sont ces conséquences? Il y a un proverbe qui dit « Qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais qui court après les fainéants sera rassasié de pauvreté. » Alors, les proverbes sont très durs face à la procrastination. Un autre proverbe nous dit « Celui qui agit d'une main lâche devient pauvre, mais la main des diligents enrichit. » Donc on voit que, en effet, selon les proverbes, alors ça date du 9e siècle avant Jésus-Christ, comme quoi Jean de La Fontaine n'a pas tout inventé avec sa cigale, on aurait en effet des impacts assez négatifs pendant la procrastination, alors que la mise en action serait plutôt pourvoyeuse de biens. Alors dans ces proverbes, on nous parle du diligent. Le diligent, c'est celui qui fait tout son possible pour mener à bien tout ce qu'il entreprend, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Cela requiert nécessairement une bonne maîtrise de soi, de la discipline et des efforts. C'est ce dont vont vous parler Sandra et Laetitia tout à l'heure. Alors, le diligent, il fait bien son devoir et il le fait promptement. On pense à celui qui est toujours à l'heure, celui qui rend son dossier dans les temps, celui qui va apporter des éléments de grande qualité. On pourrait presque en être jaloux, mais on a également des outils pour pouvoir aller de l'avant comme ce diligent. Alors, les conséquences de la procrastination, faut prendre conscience qu'elles sont nombreuses et plutôt néfastes. Premièrement, ça va être des émotions négatives, de la baisse de la qualité du travail, de la réprobation de soi-même ou de son entourage, une performance faible, des conséquences négatives sur les résultats, bien sûr, des problématiques. Si je ne fais pas mes impôts à temps, je vais avoir des petits problèmes. Si je ne paye pas mes fournisseurs, je vais avoir des difficultés. Si je ne vais jamais voir mes prospects, je ne vais pas vendre, etc., etc. Ça va créer une faible estime de soi, de la culpabilité. J'y pense tout le temps, la nuit, le jour. J'ai pas fait ça, j'en suis où? J'avance pas. Donc forcément, du stress, de l'anxiété. Je deviens irritable avec mes proches. Je commence à avoir un petit peu d'insomnie parce que j'ai ce dossier sur le dos dont je ne suis pas occupée depuis 3 semaines et qui commence à poser vraiment des problèmes. Ça va créer de l'inattention, des problèmes avec son entourage, des problèmes administratifs et financiers. Et ça peut causer également une faible intégration sociale et même des impacts sur la santé mentale. Alors, il y a des chercheurs en Suède du Karolinska Institute qui ont testé les impacts de la procrastination sur 3525 jeunes et qui nous disent qu'il y a un vrai impact sur la santé physique, notamment, avec des douleurs de dos, des douleurs dans les jambes, des douleurs dans le haut du corps, qui sont causées par la procrastination, par les impacts de la procrastination. Ils ont également remarqué que les jeunes qui avaient tendance à procrastiner avaient également une mauvaise hygiène de vie, un mauvais sommeil. Ils étaient souvent c'était des jeunes qui manquaient d'activité physique, également qui consommaient régulièrement de la drogue.
ils évoluent dans un environnement psychosocial défavorable, ils finissent par s'isoler et forcément, les impacts financiers sont certains avec une précarité financière et une faible satisfaction de vie. On voit concrètement un cercle vicieux qui s'installe quand on rentre dans un fonctionnement de procrastination. Donc, on prend conscience en effet que la procrastination n'est clairement pas bonne pour qui que ce soit. L'inverse, en revanche, permet d'obtenir des résultats probants sur sa situation personnelle, sur son corps. Quand je commence à faire attention, à faire des efforts sur mon alimentation, sur le sport, sur mon sommeil, que je vais faire des efforts pour moi, forcément, ça va se voir sur votre santé et votre corps. Ça a des impacts positifs sur sa vie sociale. Quand les autres vous voient agir, vous voient dans l'action, même si le résultat ne vient pas tout de suite, forcément, ça attire les gens vers vous. Ça va avoir des impacts sur votre bien-être, sur votre santé mentale, sur votre vision de la vie. Ça va également vous permettre de réaliser des projets, des rêves, de rencontrer des gens, de vous enrichir, d'obtenir des gains financiers. Ça va vous permettre d'enrichir d'autres personnes et peut-être aussi d'embaucher, de faire vivre d'autres familles. Et surtout, forcément, ça va avoir un impact sur votre estime de vous-même et sur l'image que vous renvoyez aux autres. Donc, sortir de la procrastination, ça a un vrai impact dans la vie de ceux qui sont arrivés à trouver les astuces pour mettre des choses en place dans leur vie. Ça permet également d'être leader, d'être un modèle pour les autres et d'être utile. Voilà, donc beaucoup d'impact positif quand on sort de la procrastination. Fournir de gros efforts pour accomplir sa tâche, c'est ce qui permet l'ascension personnelle. Ça demande de la force de caractère et de la discipline. Et Laetitia et Sandra vont maintenant nous donner de nombreuses astuces pour mettre en place des choses concrètes dans notre vie. Merci. Merci beaucoup Nancy pour cet éclairage qui était très important pour comprendre ce qu'était la procrastination. Donc effectivement, vous l'aurez compris, la procrastination, c'est le report volontaire et irrationnel d'une tâche. Et Tim Urban en parle très très bien dans ses conférences et dans son article « Pourquoi les procrastinateurs procrastinent ?» Difficile à dire. Et en fait, il explique en 3 parties. La partie rationalisatrice, qui est la fête du monstre imaginaire, c'est là où le procrastinateur va justifier son comportement en imaginant que ce n'est pas très grave. Alors, il explique très bien avec une situation auprès de jeunes. Donc, nous, chez MyCampus, comme vous l'avez compris, on s'occupe pour beaucoup des jeunes. Et par exemple, un jeune qui a une dissertation à faire, il va reporter cette dissertation vraiment à la dernière minute. Il se dit, je vais avoir le temps. Si c'est dans 3 semaines, je m'y mettrai 2 jours avant. Donc, entre-temps, il vit tranquillement, il laisse passer le temps en étant sur son téléphone, par exemple, en scrollant. Et il se dit que tout va bien se passer. Et puis, il y a aussi la panique de la panique. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est quand la partie émotionnelle prend le dessus et que le procrastinateur réalise qu'il est vraiment tendu, qu'il est vraiment dans une situation compliquée et même grave. Et là, la panique va s'installer. Mais c'est souvent trop tard. C'est-à-dire que le temps de préparation, on va en parler par la suite sur la préparation des objectifs, et cette panique-là va le couper en fait de ses actions, ne va pas lui permettre, comme Nancy en parlait tout à l'heure, de passer à l'action, mais va plutôt créer une boucle de stress et d'autoflagellation où il va s'en vouloir de ne pas avoir agi plus tôt. Et ensuite, la troisième partie, qui est le monstre en bas de l'échelle, donc la partie réaliste, c'est là que les tâches deviennent urgentes, donc souvent à la dernière minute, c'est quand on se réveille tardivement. Et là, le procrastinateur réalise qu'il n'a pas d'autre choix que d'agir, parce que la dissertation, elle est à rendre demain. Mais il est souvent confronté à des difficultés supplémentaires qui sont dues à ce manque de temps et à ce manque d'anticipation et de préparation. Donc, il est effectivement, on va dire, dépourvu de moyens et il va être dans l'urgence. Et on sait que quand on travaille dans l'urgence, on travaille mal.
En résumé, la procrastination, c'est une lutte entre la partie rationnelle, émotionnelle et réaliste de notre cerveau, ce qui entraîne souvent un cycle de retard et de stress. Donc le fait de comprendre comment fonctionne la procrastination va nous permettre de déjà mieux la repérer lorsqu'elle arrive, d'en être plus conscient, et quand on est conscient de quelque chose, on peut plus facilement y faire face. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet de la gestion organisationnelle, avec des outils que je vais vous donner sur comment faire pour justement dépasser cette procrastination. Donc la gestion organisationnelle, c'est l'optimisation des processus et des ressources d'une organisation en vue d'atteindre des objectifs. Les objectifs pour lutter contre la procrastination sont très très importants. C'est-à-dire que sans objectif, la procrastination va rester. Il est impératif de se fixer des objectifs. Si on se fixe des objectifs qui sont mal définis, si on a une mauvaise planification ou si on a une mauvaise communication, alors on va creuser le lit de la procrastination dans l'organisation. Donc, on va revenir sur ces objectifs qui doivent être bien définis, bien planifiés et bien communiqués auprès des collaborateurs. Une gestion efficace va permettre de diminuer la procrastination. Et cela, pourquoi ? Parce que ça va créer un environnement propice pour la productivité et pour la réalisation des tâches. Donc cette gestion, elle est vraiment primordiale. Donc, se fixer des objectifs et avoir une gestion efficace sont vraiment deux tâches très très importantes pour que la procrastination ne puisse pas se mettre en place. Donc, un objectif, qu'est-ce qu'il doit avoir ? Un objectif, pour qu'un objectif soit bien fixé, il faut qu'on ait des buts clairs. Vous vous souvenez, vous en avez peut-être entendu parler de la méthode SMART. Donc, un objectif doit être clair, il doit nous donner une direction à suivre, c'est-à-dire que un objectif, c'est bien, mais dans quelle direction je dois aller ? On doit répondre à cette question. Il faut aussi qu'il y ait un plan d'action, parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs valorisants, des objectifs de qualité, mais encore faut-il savoir comment y aller. Donc le plan d'action est très important également. On doit surmonter la procrastination. C'est une épreuve, c'est pas quelque chose de facile. Parce que procrastiner, c'est effectivement la solution de facilité. Donc, surmonter la procrastination, c'est un véritable effort à faire sur soi. Et au plus on fera cet effort, et au plus ce sera facile pour chacun. Et la procrastination ne sera plus qu'une petite chose qui aura moins d'importance. Elle va se réduire jusqu'à ne plus être là ou beaucoup moins souvent qu'auparavant. Et puis, il faut de l'énergie aussi. Il faut vraiment de l'énergie, on en parlait tout à l'heure, sur la nourriture, sur l'hygiène de vie, sur le sport. Pour avancer, pour se fixer des objectifs et ne plus procrastiner, effectivement, il faut beaucoup d'énergie. Et cela passe par une physiologie opérationnelle, mais je pense que Sandra va nous éclairer à ce sujet tout à l'heure. Alors, attention, il ne faut pas non plus trop s'acharner ni être trop rigide avec soi-même, surtout au début. Lorsqu'on décide de dépasser cette procrastination, il faut aussi être gentil avec soi. Voilà, donc il faut s'accorder des moments où on procrastine et des moments où on ne procrastine pas. Mais on va y aller par étapes. Alors, je vais vous donner quelques tips, quelques astuces justement pour vous fixer des objectifs et être dans cette gestion organisationnelle dans le but de procrastiner de moins en moins. Donc, essayez de choisir 3 à 5 projets cette année. On est au printemps, c'est le moment où les projets émergent, on a envie de mettre des choses en place. Donc, à réaliser pour cette année. Et posez-vous ces 3 questions. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Parce que se fixer un objectif, c'est bien, mais c'est parfois un peu flou et un peu large. Donc, répondez à la question « Qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à cet objectif ?» Ensuite, pourquoi est-ce que je le veux, cela ? Pourquoi ? C'est chercher votre pourquoi. On en parle souvent de cela. Quel est mon pourquoi ? Pourquoi je veux atteindre cet objectif ? Et quelles actions ai-je besoin d'entreprendre pour l'atteindre ? Alors, il peut y en avoir 1, 2, 3, une dizaine, peu importe. Listez les actions que vous avez besoin de mettre en place pour atteindre votre objectif et votre projet.
La deuxième astuce, on en a parlé tout à l'heure, c'est que vos objectifs doivent être à la fois clairs et réalisables. Sans quoi, vous ne serez pas concentré sur votre objectif et vous ne serez pas motivé à l'atteindre. Donc, soyez vraiment très exigeants par rapport à ça. Un objectif clair, à la limite quantifié et surtout réalisable. Ne vous mettez pas la barre trop haut. Ne soyez pas trop perfectionniste comme on en a entendu parler tout à l'heure. Une troisième petite astuce, c'est la planification. Se fixer des objectifs, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait la notion de temps qui soit rattachée à ceci. Donc, organisez vos tâches par ordre de priorité. Moi, personnellement, j'ai toujours 2 pochettes. Une pochette où j'ai un post-it 1 et une pochette où j'ai un post-it 2. Et une fois par semaine, tous mes documents, je les trie dans ces 2 pochettes-là. Donc, 1, c'est l'urgence, 2, ça peut attendre. Et fixez-vous aussi des échéances. Pour chaque objectif que vous êtes fixé ou pour chaque action, mettez-vous une deadline à ne pas dépasser. Comme ça, vous ne serez pas tenté à le reporter indéfiniment. D'autre part, essayez d'éliminer les distractions. Vous devez faire le point et être clair avec ça par rapport à vous-même. Qu'est-ce qui me distrait? Donc, essayez d'identifier vos sources de distraction. Ça peut être le téléphone. Moi, j'ai coaché une étudiante qui a voulu arrêter Instagram parce qu'elle passait un temps infini et elle me disait ce temps-là n'est pas valorisant. Quand je fais le point de ce que j'en ai tiré au bout de 2 heures, ben, c'est peut-être 2 minutes de choses intéressantes. Donc, j'ai perdu les 99% de mon temps. Donc, elle a éliminé Instagram et elle l'a réintégré, mais de façon plus choisie, où elle gérait son temps dessus. Donc, identifiez vos sources de distraction et essayez de les éliminer petit à petit. D'autre part, essayez aussi de voir comment vous pouvez gérer votre temps. La gestion du temps est aussi primordiale. Il y a des petites méthodes. Penchez-vous sur la méthode Pomodoro, qui est une méthode où on va travailler 15 minutes ou 20 minutes, se concentrer, laisser le téléphone, vraiment se concentrer sur une chose et éviter de s'éparpiller. On a tendance maintenant à faire plusieurs choses à la fois, être un peu multitasking, mais ce sont des choses à éviter. On est plus efficace lorsqu'on se concentre sur une chose, ne serait-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes. Ou bien, moi, ce que je fais aussi, c'est que je programme mon cerveau. Je lui dis, ben là, pour cette tâche-là, tu vas y passer tant de temps. Et même si j'ai tendance à, on va dire, à sous-estimer le temps, très souvent, le cerveau, il se programme. Il dit, OK, tu m'as donné ce temps-là, je vais le faire dans ce temps-là. Il est très, très plastique, notre cerveau. Ensuite, soyez motivés parce qu'en fait, les tâches sont directement liées aux objectifs. Donc, la motivation est vraiment importante. Donc, il faut choisir un jour où vous êtes dans cette motivation-là pour mettre en place des actions qui vont qui vont permettre d'atteindre vos objectifs. Et pensez toujours, lorsque vous faites une tâche, à l'objectif auquel c'est relié. Ça, c'est important. Je fais une tâche, je pense à mon objectif. Dans quel but je fais cette tâche pour atteindre tel objectif? Commencez aussi par les tâches difficiles. Vous serez d'autant plus satisfaite si vous commencez par les tâches les plus dures et si vous finissez par les tâches les plus simples. Parce que le plus dur sera déjà réalisé, donc vous serez fier et satisfait de vous. Et enfin, pratiquez l'autocompassion. Ne soyez pas trop dur non plus avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même parce que ce qu'on se demande, c'est souvent compliqué, c'est souvent difficile. Vous allez entamer un processus de changement. Et il faut aussi se congratuler, il faut aussi se récompenser, avoir des petites gratifications. Un jour où vous êtes fier de vous, d'avoir justement mis en place des actions pour atteindre vos objectifs, eh bien, je ne sais pas, faites-vous une petite récompense. Voilà, soyez gentil avec vous par rapport à ce que vous avez mis en place pour vous dépasser, pour vous surpasser. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place pour dépasser cette procrastination et surtout penser qu'elle va vous aider à atteindre vos objectifs. C'est là le plus important à mon sens. Je ne sais pas ce qu'il va me rester à dire après ces 2 interventions. Tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de dire que
si j'en suis arrivée au coaching aussi, c'est grâce à mon expérience personnelle par le sport de haut niveau, parce que j'ai été triple championne de France de trail en 2016-2017, où pendant 17 ans, je faisais de la course à pied en parallèle de mon poste d'assistante de direction. Je procrastinais très nettement au travail. Par contre, entre midi et 2, quand il me fallait aller courir, il n'y avait pas le temps pour la procrastination. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai commencé à comprendre les mécanismes qui se mettaient en place, sans m'y intéresser vraiment. Mais voilà, en fait, le secret, c'est pour moi que l'objectif qu'on a ait vraiment du sens, un sens profond. Une fois que cet objectif a un sens profond, si on y rajoute de la discipline et de la rigueur, ça fait déjà les trois quarts de la solution, en fait. Après, le secret, ben évidemment, hein, pour sortir de la procrastination, c'est le passage à l'action, en laissant tomber ou en partant avec nos peurs, c'est pas grave. Mais la peur de quoi? La peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas commencé à faire l'action, en fait. Donc, le départ, c'est se mettre en mouvement, se mettre en action. Accepter aussi que des fois, ben, ça ne puisse pas marcher ou qu'on puisse trimer à faire voilà, une certaine tâche. Quand j'étais dans ma période de course à pied et de compétition, il m'arrivait très souvent de partir avec des douleurs. Mais ces douleurs, en fait, elles n'existaient pas puisque ma priorité entre midi et 2, c'était d'aller courir pour continuer de m'entraîner et garder mon niveau. Donc, si on le ramène dans le cadre professionnel, puisque toutes les compétences et les expériences sont transportables d'un domaine sur l'autre, ça peut faire partie ben, voilà, des échecs qu'on peut avoir ou des difficultés sur lesquelles on va rebondir, on peut s'en servir pour tirer des conclusions et continuer d'avancer en visée de l'objectif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Acceptation de la douleur, voilà, se féliciter. La résilience, ben ça, la résilience, on en parle beaucoup, mais c'est un entraînement aussi, en fait. Quand on comprend comment ça fonctionne et qu'on comprend qu'on peut tirer des réussites de ces erreurs, de chaque erreur ou de chaque passage difficile, ça permet de rebondir plus facilement à la prochaine déconvenue plutôt que de rester voilà, sur quelque chose qui empêche d'avancer. C'est toujours le focus sur, voilà, sur l'objectif, sur les perspectives positives que ça va entraîner ben, pour notre cadre professionnel ou pour un cadre personnel, sportif, peu importe. C'est ouais. Voilà, après tout ce que vous avez dit. Oui, là où je peux encore arriver à procrastiner, par exemple, c'est maintenant que je n'ai plus vraiment d'obligation d'aller courir entre midi et 2. Ben là, effectivement, comme je suis comme tout le monde, c'est fatigant, il fait chaud, c'est dur et ben, ça va monter là où tu pars. Ben, je repousse le temps, je me trouve des excuses, donc je procrastine. Euh, et en fait, c'est simplement qu'un manque de discipline avec soi-même, je pense aussi beaucoup. Oui, tout à fait. Merci à toutes les deux. Sandra et Laetitia, vous êtes des spécialistes professionnels liés à la mise en action, la motivation et le changement dans sa vie. Pour conclure, je vais également parler de la procrastination liée à la vente. Je pense que beaucoup de personnes procrastinent au moment où il faut passer à la prospection. C'est un domaine dans lequel beaucoup d'entre nous ne sommes pas toujours à l'aise. C'est simplement parce que la vente demande des compétences. On en a
pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'une des causes aussi de la procrastination peut être le manque de compétences. Le manque de compétences qui va nous donner l'impression d'une grande difficulté pour atteindre nos objectifs. Alors, pour vous aider à vous mettre en action pour vendre, en effet, il y a tous les conseils qu'on vient de vous donner, des conseils liés à son hygiène de vie, des conseils liés à son organisation du temps, mais également des conseils liés à la discipline, à la rigueur et à la force de caractère. Allez vraiment chercher en vous l'énergie de vous mettre dans le premier pas, dans la première action. Et allez-y, pensez toujours à ce que ça va vous permettre d'atteindre comme résultat. Soyez focus. Voilà ce que nous disent souvent les grands sportifs et les grands sportifs. Alors, la vente, les raisons pour lesquelles on peut avoir du mal à s'y mettre, c'est déjà la peur d'échouer, de ne pas vendre, le stress lié au rejet, à l'échec. Je vais aller taper chez ce prospect. Est-ce qu'il va vraiment me recevoir? Est-ce qu'il va prendre le temps de m'écouter? Est-ce qu'il ne va pas simplement me dire merci, au revoir, je n'ai pas le temps, comme c'est le cas souvent quand on prospecte. Donc, et aussi également, quel est le retour qu'il va me faire sur la valeur de ce produit que j'ai créé, qui vient de moi, qui vient de mes rêves. Et finalement, est-ce qu'en allant vendre, je vais aller me confronter au regard des autres sur ce que je viens de construire comme service et comme produit? On peut avoir la culpabilité liée à l'argent. Voilà, le fait d'oser gagner de l'argent peut être difficile chez certaines personnes. Vendre, c'est également fatigant, c'est coûteux en énergie, en temps. Prospecter demande beaucoup d'investissement. Et puis, ça demande de bien maîtriser son produit et d'avoir des méthodes. Ça peut vous mettre en difficulté parce que vous allez avoir quelques faiblesses sur la maîtrise, la connaissance de votre produit ou sur les méthodes de négociation et de vente. Et donc, ça vous mettrait en difficulté d'avoir voilà, ces faiblesses. Le manque d'expérience est une vraie raison également pour laquelle on ne s'y met pas. Alors, la première étape, c'est de prendre conscience qu'on manque peut-être de compétences en vente. Il y a 4 étapes dans la compétence. La première, c'est de ne pas savoir. La deuxième, c'est de savoir qu'on ne sait pas. La troisième étape, c'est de ne pas savoir qu'on sait. Et la quatrième étape, c'est quand on est expert, on sait que l'on sait. Alors, je ne sais pas quelle est aujourd'hui votre situation par rapport aux compétences sur la vente, mais il faut être aussi honnête avec soi-même. Ce n'est pas toujours une compétence qu'on maîtrise. La première chose alors du coup, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir avancer sur la vente. La première chose importante, c'est d'avoir un produit. Alors, je dis ça, ça paraît naturel, mais ça ne l'est pas toujours. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne qui vendent un domaine d'activité. Ils sont psychothérapeutes, ils sont coachs, ils sont, je ne sais pas, voilà, il peut y avoir beaucoup de domaines concernés. Mais en fait, ils sont sur un domaine, ils n'ont pas forcément un produit clair. Donc, la première étape, c'est de clarifier ce qu'on vend. Est-ce que c'est un package? Est-ce que c'est un atelier? Est-ce que c'est un accompagnement? Combien de temps il dure? Quel est son prix, etc. Il faut bien définir parce que votre client, votre prospect a besoin d'avoir des éléments concrets et des éléments clairs. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il réponde à un problème. Vous êtes dans un domaine qui vous passionne, mais votre client n'achètera que si vous trouvez une solution à sa problématique. Donc, réfléchissez, une fois que vous avez des idées de produits, quel problème vous allez résoudre. Ensuite, il faut définir son audience, clairement, savoir quel type de public je vais aller prospecter. Ne commencez pas à prospecter la terre entière, on ne vous prendra pas au sérieux. Donc, définissez clairement une audience qui soit celle de votre problématique, qui soit celle de votre produit. Une fois qu'on a son produit, deuxième étape,
bien connaître son produit. Donc, je le disais tout à l'heure, quel problème permet-il de résoudre? Quels sont les avantages pour le client? Quelle solution il apporte? Quels bénéfices il permet d'obtenir en termes financiers, en termes de confort, en termes de temps, en termes d'efficacité, etc., etc. Listez tous les bénéfices de votre produit. Ce n'est pas forcément que des avantages financiers, ça peut être des avantages de bien-être ou de confort de vie. Soyez clair, soyez concis et soyez convaincant. Alors ça y est, vous avez votre produit, vous le connaissez par cœur. Préparez votre offre, c'est hyper important. Vous devez avoir l'air super pro quand vous allez taper chez vos prospects. Ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, ayez une offre qui soit professionnelle, qui soit authentique. Ayez un support. Ça veut bien dire qu'il va falloir préparer votre prospection. 4e étape, écoutez. On ne vend pas quand on ne fait que parler. Essayez, vous verrez. Alors que si vous passez du temps dans la découverte de votre prospect, vous saurez comment réagir à sa problématique personnelle. Écoutez-le, c'est vraiment très important. Essayez de vous empêcher, dès que vous avez envie de parler, essayez de vous empêcher de parler et poussez-le à continuer de s'exprimer. 5e étape, parlez du problème et de la solution et pas du produit. Et oui, tout à l'heure, je vous disais, il faut bien le maîtriser. Oui, il faut bien maîtriser parce que vous allez répondre à des questions. Mais le client n'achète pas un produit, il achète une solution. Parler de son problème, vous lui permettrez de se rendre compte que vous connaissez bien sa problématique et il vous sera en confiance avec vous. Mais surtout, parlez également de la solution. Soyez donc prêts à répondre à ces questions. Connaissez votre sujet sur le bout des doigts. Connaissez également la négociation. Apprenez à négocier. Ça s'apprend. Ne partez pas sans maîtriser cette partie de la vente. Entraînez-vous, regardez des tutos, apprenez à négocier et sachez conclure une vente. Vous y allez, vous avez un objectif, vous êtes focus sur cet objectif. Il faut que vous repartiez de votre échange avec votre prospect avec quelque chose. Soit un rendez-vous, soit un contrat. Ayez un contrat prêt à donner à votre client, à faire signer à votre client. Ayez la possibilité de faire un devis. Voilà, préparez la sortie de la vente. À un moment donné, il va se passer quelque chose. Il faut pouvoir conclure cette vente. Voilà, donc facilitez-vous la vie, mettez-vous en condition, ayez un programme de prospection, une routine, ayez la bonne tenue. Sentez-vous à l'aise, ayez confiance en vous quand vous allez partir en prospection. Achetez-vous un beau tailleur. Nous, les femmes, on n'a pas forcément tendance à s'acheter des tailleurs pour travailler. C'est essentiel en vente. Ayez une tenue professionnelle qui vous permette de vous sentir en condition. Définissez des objectifs quantifiables. Soyez déterminés. Ça, c'est vraiment un conseil de sportif. Déterminé. Allez-y. Alors, j'aime bien Mike Horn, que tu connais bien. Soyez déterminés. Allez-y pour réussir. N'y allez pas pour échouer. Allez-y en étant certain de réussir. Allez-y, pourquoi pas, en groupe. Faites de la prospection à plusieurs. Ça vous aidera. Pensez à la sensation que vous allez ressentir une fois que vous aurez votre contrat signé dans vos mains. Ça va vous motiver. Autorisez-vous à rêver. Oui, vous pouvez peut-être vous acheter une voiture de luxe. Oui, vous pouvez peut-être partir en voyage. Oui, vous pouvez peut-être embaucher des gens et les faire rêver aussi. Oui, vous allez peut-être vous ressortir une nouvelle garde-robe. Pourquoi pas ? Ne culpabilisez pas et surtout laissez-vous rêver. Acceptez, autorisez-vous. Faites le premier pas, acceptez les douleurs. Et merci Sandra de le rappeler, c'est vraiment important. Oui, vous allez avoir mal, c'est sûr. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont vous rejeter. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont vous fermer la porte. Acceptez. C'est pas grave d'avoir mal, ça passe.
Ça passe, on le sait, surtout quand on est adulte. On a eu mal très souvent quand on est tombé à la cour de l'école. On a eu mal la première fois que notre petit chéri nous a laissés toute seule sur le bord de la route. On a eu mal des tas de fois dans notre vie et on est toujours vivante et on est extrêmement forte. Donc n'ayez pas peur d'avoir mal. Mike Horn dit « La douleur et la peur doivent être votre maison ». Soyez focus sur le résultat final. Alors là, encore une citation de Mike Horn. On passe trop de temps sur des choses inutiles. Vous procrastinez, vous faites autre chose, arrêtez. Passez focus sur votre résultat final. Voilà. Alors moi, j'aime bien quelque chose qu'il dit également. Il dit dans la vie, plus que la motivation, il faut avoir une discipline. Quand je dois sortir de ma tente à moins 50 degrés, ce n'est pas la motivation qui me fait sortir de ma tente. On s'en doute bien. Par contre, c'est la discipline qui va me faire sortir de ma tente. Et quand je suis sortie de ma tente, que j'ai tout plié et que j'ai 5 minutes d'avance sur mon chrono, c'est là que vient la motivation. Voilà. Pour ce mot de la fin, je pense que ce sera pas mal. Merci vraiment de nous avoir écoutés ce soir. J'espère que tous ces éléments vous ont apporté des astuces concrètes. Je vous propose qu'on passe aux questions maintenant. Ou des témoignages, hein. Ça peut être aussi des témoignages de certaines d'entre vous sur des périodes de votre vie ou des moments où vous avez douté, où vous avez procrastiné, où vous avez été dans le mal, dans le dur, dans la douleur, ou au contraire à des moments où vous vous êtes dépassé, vous avez été fier de vous. Ça peut être aussi intéressant de transmettre ces expériences-là, votre histoire, pour aider d'autres personnes aussi à y aller, à se dépasser, à se pousser, à aller au-delà et à passer au-delà de nos frayeurs, de nos peurs et atteindre les enjeux justement de la motivation, des objectifs et des belles choses qui se trouvent après la procrastination. Oui, donc merci beaucoup pour toutes ces informations. Oui, j'ai une question, effectivement. Alors, s'organiser, oui, ça, c'est très bien. Se mettre des objectifs, les quantifier, se mettre une deadline, effectivement. Mais comment faire pour vraiment, vraiment s'y tenir? C'est-à-dire se dire, bon, je me suis mis une deadline à telle date, tel jour, telle heure. Et comment être sûr de vraiment, vraiment se tenir à cet objectif-là timé? Alors, il y a plusieurs. Bon, je vais donner mes petites astuces. Après, les Nancy ou Sandra auront peut-être d'autres idées. Donc, déjà, ça peut être se poser la question, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que très souvent, on n'imagine pas ou on ne réfléchit pas aux conséquences de ce que l'on ne va pas faire, justement. Donc, se poser cette question, y répondre objectivement, sans se fourvoyer, ça peut un petit peu titiller et se pousser justement à le faire. Parce que par exemple, en l'écrivant ou en le disant à voix haute, pas seulement en le pensant dans sa tête. Et puis, ce qui marche aussi plutôt pas mal, c'est de faire un point tous les soirs sur ce que l'on a fait ou pas fait de sa journée. Donc, on s'est fixé des choses. On n'a certainement pas tout réalisé, mais de se dire, bon, je vais je vais éliminer ce que j'ai fait. Donc, déjà, ça rend satisfait et fier de soi. Et ce que je n'ai pas fait, je vais le repositionner sur une autre date. Donc, on va voir combien de choses on n'a pas fait par rapport à ce qu'on a réalisé. Et ça va nous permettre aussi de se dire pourquoi j'ai pas fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que je n'ai pas pu le faire? J'ai manqué de temps, je me suis donné trop de tâches à faire pour cette journée. À ce moment-là, ça va nous permettre aussi de réajuster pour le lendemain, d'en mettre peut-être un petit peu moins, ou de se dire, tiens, là, j'ai peut-être eu peur. Comme disait Nancy tout à l'heure, j'ai peut-être eu peur d'affronter mon client. Mais au moins, on le pose, on le questionne, on s'y confronte. Et ça nous permet la fois d'après d'être un petit peu plus serein, un petit peu plus aussi peut-être gentil avec soi-même en se disant ça c'est peut-être un petit peu dur pour moi, je vais le couper par étapes plutôt que d'appeler quelqu'un auprès duquel j'ai peur d'aller. Je vais peut-être d'abord lui envoyer un message. Et puis, en fonction de la réponse, je l'appellerai. Voilà, donc c'est de le segmenter en sous-étapes. Quand un objectif est un peu complexe pour nous, on essaie de le scinder en plusieurs petites étapes plus faciles.
Donc voilà, ça, ce sont mes petits tips à moi, mais peut-être que les filles, vous avez d'autres idées. Ça fait partie de ce que tu as dit, mais en 1, pour moi, il y a le pire scénario à marquer, voilà. Et de noter aussi ce que tu sais qui pourrait t'empêcher d'empêcher. Donc tu sais que telle et telle chose sont susceptibles de te détourner de l'objectif, ben tu les marques à chaque fois que tu sais que ah ben ouais, donc ça non, je laisse pas la place à ça. Pour le moment. Ça peut se rapprocher aussi dans le domaine sportif, ce qu'on appelle le stress de performance, c'est-à-dire, ben, tu as peur de pas encore, de pas avoir fait assez, de toujours, voilà, chercher, à forcer encore plus, aller faire, la sortie peut-être encore plus, qui va faire que, ben, bim, tu vas faire un truc qui fait que tu pourras pas faire du tout. Donc, voilà, à un moment donné, c'est de se faire juste con Il n'y a plus qu'à. On est heureuse de vous l'entendre dire. Il n'y a plus qu'à. C'est vrai que, voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Il n'y a plus qu'à. Et ben, on vous encourage en tout cas à réussir, mais surtout avant de réussir, à agir. Quoi que vous fassiez, vous réussirez quelque chose dans tous les cas. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. On va passer à la soirée jazz. On va se détendre autour d'une petite collation. Merci à toutes les deux d'avoir été présentes. Vraiment, vos conseils étaient de très grande qualité. Et je suis sûre que l'ensemble des gens qui nous ont vus ce soir seront plein d'idées, plein de bons conseils pour avancer dans leur vie. Et c'est ce qu'on vous souhaite à tous. Merci beaucoup.